Bonjour à toutes et tous, fans de géopolitique. Alors aujourd'hui, nous allons parler alimentation avec un invité prestigieux et je me demande d'ailleurs comment il fait pour dormir tellement je le vois à la radio, à la télé, dans des articles, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai nommé Sébastien Abyss. Sébastien, merci d'avoir accepté cet entretien. Un sujet où j'allais dire l'alimentation et l'agroalimentaire, des sujets brûlants en ce moment. Peut-être avant d'en venir au conflit en Ukraine, un rapide bilan du salon de l'agriculture qui malheureusement a été occulté par ces événements en Ukraine. Bonjour et merci Jean-François de ton invitation pour partager quelques réflexions autour de l'international, mais aussi les enjeux pour l'Europe et la France dans cette question agricole et alimentaire qui entre la pandémie en fait de Covid et les événements à l'est de l'Europe en Ukraine, est en train de redevenir un sujet éminemment stratégique sur lequel je ferai quelques commentaires. En effet, la semaine dernière s'est tenu le Salon de l'agriculture de Paris. Il n'avait pas pu se tenir l'an dernier. C'est toujours un rendez-vous important. C'est le plus grand salon de France, tout secteur confondu. On dit souvent que c'est un événement très politique. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'avait pas été annulé, puisque les meetings politiques n'étaient pas annulés cet hiver. Mais c'est un rendez-vous qui s'est à nouveau traduit dans un contexte lourd. Il y a 2 ans, lors du dernier Salon de l'agriculture, on entrait au début de la pandémie. Et il y avait déjà de l'inquiétude par rapport à cette dynamique sanitaire et ces menaces qui venaient autour des confinements. Le salon, d'ailleurs, il y a 2 ans, avait fermé avant l'heure en raison du début de la pandémie. Cette année, le contexte était différent. L'aspect sanitaire était évidemment toujours dans les têtes. C'était un peu le salon des retrouvailles et un monde agricole qui a été au front pendant 2 ans sur le maintien d'une activité de production malgré la pandémie. C'est un secteur qui n'a jamais été confiné. Les entreprises du secteur ont continué à travailler. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une certaine fierté à se retrouver, de se rendre compte que dans tout le maintien d'une résilience française économique et cette sécurité alimentaire pour les consommateurs, finalement, on n'a manqué de rien. La nourriture n'a pas coûté plus cher depuis 2 ans. Il y avait une fierté de montrer le travail qui avait été fait tout en maintenant des transitions sur l'environnement, sur l'utilisation de plus en plus forte du numérique, du digital, sur cette agriculture de précision. On avait une grande présence de start-up de plus en plus nombreuses en France sur l'agtech ou la foodtech, mais il y avait cette fierté générale à montrer que le secteur avait été extrêmement résilient depuis 2 ans. Néanmoins, il y avait ce contexte international avec le déclenchement du conflit ukrainien qui a des incidences majeures sur les marchés mondiaux, mais aussi évidemment sur certains paramètres de l'équation agricole française. Donc c'est un salon qui a été aussi très tourné sur cette dimension extra-hexagonale, de grandes interrogations européennes, et sur quelques sujets, on a vu les décideurs européens et français venant au salon faire évoluer fortement leur discours aussi sur l'agriculture en rappelant que c'était aussi un sujet de géopolitique et on pourra en parler. Alors, au même moment du salon, il y a eu la sortie donc du Déméter, qui est devenu, alors j'allais dire, un rituel et un incontournable. Peut-être un peu de teasing par rapport à cette édition et inciter donc les personnes qui vont voir cette interview de l'acheter, de le lire. Oui, la 28e édition du Déméter est sortie juste avant le Salon de l'agriculture. C'est un ouvrage académique et scientifique que j'ai le plaisir de diriger chaque année avec Mathieu Brun. Chaque année, le Déméter, c'est 400 pages, c'est 1 kilo de connaissances, c'est une vingtaine de chapitres prospectifs, géoéconomiques, qui tournent autour du développement durable, mais aussi de la sécurité autour des questions agricoles et alimentaires. Cette année, l'édition s'appelle Alimentation, les nouvelles frontières. Notamment parce qu'on a souhaité dans cette édition bien montrer à quel point, pour produire demain dans un monde où le climat est de plus en plus contraignant, où les ressources naturelles sont très inégalement réparties, où les questions de durabilité du développement sont évidemment centrales pour agir, il faut repousser les frontières de la production agricole d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue écologique. Tout ça devient d'une grande complexité. Ces frontières qui sont repoussées montrent qu'il faut des compétences, des talents, des connaissances multiples. L'autre aspect, c'était alimentation nouvelles frontières, parce qu'aujourd'hui, on voit bien aussi que nous avons des acteurs qui ont pris un poids considérable sur la planète agricole et alimentaire,
c'est pas forcément les acteurs les plus classiques ou ou ceux à qui on pense spontanément. Et donc, nous avons de plus en plus des grandes puissances agricoles, publiques ou privées, qui ont émergé depuis 20 ans et qui ont aujourd'hui repoussé ces frontières, justement, des jeux d'acteurs et des marchés autour de la question agricole alimentaire. Puis repousser les frontières, c'était aussi parce que précisément, dans cette sortie de la pandémie Covid, il y a beaucoup de questions sur la mondialisation, ses risques, ses bienfaits, ses batailles, ses rivalités, ses coopérations, ses interdépendances. Et donc, c'était de remettre tout ça en écho par rapport à un certain nombre d'enjeux de rapprochement de l'offre et la demande. J'aime à rappeler que l'agriculture a là une particularité, c'est que, in fine, sa première vocation, c'est une vocation nourricière. La sécurité alimentaire nous concerne tous au quotidien. On est 8 milliards de personnes aujourd'hui à être candidats de la sécurité alimentaire au quotidien et on aime consommer plusieurs fois par jour. Le grand drame, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 5 milliards de personnes consommateurs qui ont des engagements à travers leur alimentation et qui ont la capacité de se nourrir tous les jours. Vous avez 2 milliards qui mangent très peu et très mal, et vous avez 1 milliard qui ne mangent pas du tout. Donc on a des grandes inégalités alimentaires mondiales avec en miroir de grandes inégalités géographiques et agricoles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire de tout partout sur la planète tout au long de l'année. Et donc tout au long de l'année, il y a un schéma extrêmement complexe de rapprochement de l'offre et la demande sur des distances courtes ou des distances plus lointaines qui montre qu'on est beaucoup plus dans des interdépendances que dans des logiques de souveraineté et de protection locale. Je crois qu'on doit rester dans un monde ouvert avec la question du multilatéralisme, bien sûr sur ces questions, mais aussi des solidarités. Et aujourd'hui, le défi alimentaire mondial est devant nous. L'équation agricole est complexe, les acteurs sont de plus en plus nombreux dans ce domaine et certains ont sorti les crocs et ont mis le turbo pour être très forts sur le sujet agricole et alimentaire. Et c'est un peu aussi ce qu'on essaie de voir dans cette édition du Déméter, c'est finalement est-ce que l'Europe n'a pas une approche trop herbivore dans un monde de carnivores, sachant qu'on a même des tyrannosaures géopolitiques qui sont de retour et qui, sur le domaine agricole et alimentaire, ont montré les dents. Alors, tu évoquais des nouveaux acteurs et des nouvelles puissances agricoles. Tu penses à quel pays en particulier ? C'est vrai qu'avec l'actualité chaude, c'est facile de vite regarder à l'est de l'Europe. La Russie a fait un grand retour sur la scène agricole internationale depuis 20 ans. Il y a eu un réarmement céréalier dans les années 2000. Ensuite, il y a eu, avec l'annexion de la Crimée et les sanctions occidentales, une Russie qui a mis un embargo sur les produits agricoles et alimentaires occidentaux. Et ça a été à la fois une façon de fragiliser nos économies européennes, mais ça a été aussi un moyen pour le pouvoir au Kremlin de dire on va reconstituer en interne des filières sur lesquelles on n'était pas forcément au rendez-vous. Donc après avoir remonté les filières céréalières, la Russie a fait une reconquête de son appareil productif dans les filières animales, donc a augmenté ses productions laitières, sa production de viande. Elle a aussi renforcé ses productions de fruits et légumes, ou en tout cas elle a diversifié aussi ses approvisionnements, ce qui fait que la Russie est redevenue une grande puissance agricole et qui a son agriculture pour son économie nationale et en même temps son rayonnement international. Et puis l'Ukraine parce que c'est l'actualité, je suis frappé depuis 15 jours, Jean-François, que certains découvrent que l'Ukraine est une superpuissance agricole. En fait, dans le temps long, l'Ukraine a toujours été un grand grenier du monde. J'aime à rappeler que... Je me permets de te couper, moi, de tous les, je pense, les gens qui étaient en terminale de ma génération, on a tous appris soigneusement l'Ukraine grenier à blé, donc, de l'URSS. Absolument. Et en fait, l'Ukraine, elle a été le grenier à blé de l'URSS. Et d'ailleurs, ça avait valu des drames, hein, les grandes famines provoquées par Staline, l'Holodomor en 1932 et 1933. Avec à l'époque Staline affamant la population ukrainienne et faisant main basse sur les ressources céréalières de l'Ukraine pour nourrir en fait la puissance et la force de travail soviétique dans les territoires où il y avait des priorités de développement. Mais on a même, si on remonte très loin dans le temps, et j'aime bien toujours rappeler par exemple cet aspect, c'est que la grande démocratie athénienne dans l'Antiquité, qui n'avait pas de production agricole et de sécurité alimentaire à domicile, aller chercher ses approvisionnements céréaliers, certes un peu en Sicile, certes un peu en Égypte, mais surtout et principalement au fin fond de la mer Noire, dans une région très productive qui à l'époque s'appelait le Pont Euxin. Et le Pont Euxin, aujourd'hui, ça s'appelle la Crimée. Et donc,
Athènes avait développé la thalassocratie pour développer des comptoirs et des alliances tout au long de la mer Égée et avec la Ligue de Délos, mais aussi dans la mer Noire. Et il y avait notamment un objectif stratégique qui était de sécuriser les flux alimentaires pour nourrir la grande ville d'Athènes et permettre à la démocratie de se développer et au débat de se faire. Il n'y aurait pas eu de débat et pas de démocratie à Athènes si les estomacs étaient creux et si les gens avaient faim. Et donc, c'est la Crimée de l'époque qui nourrissait ces estomacs athéniens. Mais si on prend la situation beaucoup plus récente, l'Ukraine, c'est un peu comme la Russie. C'est un pays qui, depuis 10-15 ans, a accéléré son développement agricole. Il faut savoir que c'est les terres arables les plus vastes du continent européen. Ce sont des terres agricoles très, très propices à l'activité agricole, les fameuses terres noires, hein, c'est pour ça qu'on appelle la mer Noire. Mais les fameuses terres noires, le pourtour de la mer Noire, ce sont des sols arables extrêmement généreux où on peut faire des rendements importants, où il y a une bonne capacité, une bonne profondeur de sol pour faire des grandes cultures. Et il faut avoir en tête, Jean-François, que l'Ukraine aujourd'hui faisait 110 millions de tonnes en grande culture. Alors, principalement le blé, principalement le maïs, le tournesol, le colza, le seigle, un peu de soja. 110 millions de tonnes en grande culture, c'est 3 fois plus que ce que l'Ukraine faisait il y a 15 ans. Et aujourd'hui, sur ces 110 millions de tonnes, l'Ukraine met 80 millions de tonnes à l'exportation. Et c'est pour ça, en fait, que depuis 15 jours et le début du conflit, nous avons une surréaction des marchés internationaux parce que l'Ukraine n'est peut-être pas le premier producteur de ces produits, encore qu'elle est dans les grands géants, dans le top 10 des produits dont je viens de parler, mais elle est en revanche très rapidement dans le top 5 des pays exportateurs parce que son marché domestique est assez restreint et une grande partie de l'agriculture ukrainienne est internationalisée et nourrit les marchés internationaux. C'est pour ça que cette nervosité des marchés depuis 15 jours, elle est exacerbée par le poids agricole de l'Ukraine sur les équilibres alimentaires mondiaux, notamment en grande culture. Alors, notamment donc, en Ukraine, il me semble avoir lu quelque part qu'il y avait beaucoup de céréaliers français, que ça avait été développé avec des céréaliers français ou des coopératives. Est-ce que c'est vrai et pour eux, dans quelle situation ils se retrouvent à l'heure actuelle? En fait, alors l'Ukraine a fait appel un peu à, c'est là où c'est intéressant de mettre en miroir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a développé un ancrage vers l'Ouest européen dans beaucoup de domaines industriels, dans beaucoup de domaines économiques, dans beaucoup d'aspects commerciaux. Et l'agriculture n'a pas échappé à cette dynamique. C'est-à-dire qu'on a un pays sur le continent européen qui, depuis 10-15 ans, tente quand même un rapprochement vers l'Union européenne. Il y a une attractivité Union européenne. Et c'est vrai que dans le domaine agricole et alimentaire, le pays de référence, c'est la France dans l'Union européenne. Et donc, beaucoup de coopérations se sont développées entre France et Ukraine dans le domaine agricole et alimentaire, et certaines entreprises françaises se sont implantées aussi sur le pays ukrainien parce que il y a du potentiel, parce que les Ukrainiens ont demandé à des entreprises françaises de venir pour investir et développer des structures, des filières, et tout ça a contribué à renforcer la puissance agricole ukrainienne et participer d'un certain rayonnement de ce pays par rapport à ses productions, ses outils industriels. Et donc, en semences, en céréales, en orge, et donc au niveau malterie, etc., nous avons un certain nombre d'opérateurs français qui se sont installés en Ukraine. On pourrait aller jusqu'au bout de la chaîne. Auchan, par exemple, est très installé en Ukraine, beaucoup de magasins. Mais tout ça s'est traduit dans un mouvement général de développement économique de l'Ukraine. Donc évidemment, ces entreprises françaises aujourd'hui sont très impactées par ce qui se passe au niveau du conflit. Là aussi, j'ai envie de dire, sans surprise, le conflit impacte d'abord les Ukrainiens et aujourd'hui, les entreprises internationales, qu'elles soient françaises ou autres, présentes sur le sol ukrainien, employaient principalement des locaux et des Ukrainiens, créer de l'emploi au service de l'économie et des populations locales. On voit qu'aujourd'hui, depuis 15 jours, ces entreprises ont des grosses difficultés parce que ces travailleurs ont dû soit partir au front, partir au combat, soit fuir les combats et quitter du coup à la fois leur domicile mais aussi leur travail. Et donc, il y a un impact immédiat d'abord local sur l'activité économique, industrielle et agricole. Mais là où, Jean-François, il y a toujours une double vigilance agricole à avoir, si on prend juste l'aspect interne Ukraine du conflit, j'imagine qu'on parlera un peu des dimensions internationales ensuite. Sur la dimension interne, il y a deux sujets.
c'est-à-dire d'abord et avant tout rappeler que les premières personnes aujourd'hui qui tombent dans de l'insécurité alimentaire, ce sont des Ukrainiens. La guerre, les déplacements de détresse, la perte de revenus, la pauvreté n'ont jamais fait bon ménage avec la sécurité alimentaire. Et donc on voit aujourd'hui, et je pense que c'est important d'avoir une décence de pensée autour des Ukrainiens qui fuient la guerre, qui tombent dans des conflits, qui ont des pénuries d'approvisionnement, des supermarchés où il manque déjà de nourriture. Et donc, on a une insécurité alimentaire qui est déjà très palpable dans une économie où les pouvoirs d'achat étaient quand même pas non plus fantastiques. Donc, d'abord, il y a cet aspect-là. Ensuite, sur le plan purement agricole, il y a le court terme et le moyen terme. Le court terme, ça va être des sites de production agricole, à la fois une exploitation agricole ou une industrie agroalimentaire qui va être impactée par le conflit. On va pas passer son temps à faire son travail et on peut avoir des zones de conflit où parfois les chars même traversent des champs et du coup détruisent les cultures. Donc, à court terme, il y a une vraie inconnue, mais à moyen terme, il y a aussi une inconnue dans le sens où, pour les grandes cultures en Ukraine, on allait démarrer les semis au printemps et ces semis du printemps et à l'été prochain allaient conditionner les récoltes des prochains mois. Donc, si ce travail ne peut pas être fait aujourd'hui, si les semences ne sont pas disponibles, si les agriculteurs ne peuvent pas faire leur travail habituel, non seulement on va avoir des conséquences sur la production ukrainienne du moment qui peut être détruite, perdue et pas bien récoltée, mais vous pouvez avoir dans les prochains mois pas de récolte parce que pas de production. Et là, pour le coup, on part sur un double effet, court terme et moyen terme, à la fois sur la production interne ukrainienne, mais aussi sur la sécurité alimentaire mondiale, parce que les marchés réagissent déjà par rapport au conflit, mais les marchés anticipent des pénuries de production ukrainienne dans les prochains mois, qui pourraient du coup manquer sur la scène internationale et tendre davantage les marchés. Alors, j'allais venir, on voit bien l'aspect prix, l'aspect Ukraine et cet aspect court terme, moyen terme. On voit donc comment ces pénuries ou une insécurité alimentaire, quels sont les pays, les premiers pays qui seraient touchés et ce qui peut éventuellement expliquer que l'attitude un petit peu ambiguë ou compliquée de certains, je pense notamment au Maghreb, de prendre position dans ce conflit. Oui, ben, d'abord, peut-être Jean-François, pour que tout le monde comprenne l'Ukraine, sa superpuissance agricole, il y a trois produits phares. Le blé, l'Ukraine, septième producteur mondial, mais quatrième exportateur mondial de blé, l'Ukraine. 12-13% de part de marché. Et quand vous mettez aujourd'hui en blé l'Ukraine plus la Russie, c'est 30% des exportations mondiales. Donc, ces deux pays ont un poids géopolitique important sur le blé. Vous avez sur le blé, pour l'Ukraine, hein, et là je reste que sur l'Ukraine, je redescends sur l'Ukraine, qui sont les acheteurs du blé ukrainien ces dernières années? L'Égypte avant tout. Alors, sans surprise, c'est le premier importateur mondial, mais donc, grande préoccupation aujourd'hui en Égypte de ce qui se passe. Et donc, pour répondre à ta question, bah, c'est dans ce pays aussi qu'il faut regarder de près les incidences sur le prix du pain demain et pour la rue égyptienne et les consommateurs égyptiens. On se souvient lors de 2007-2008, la crise alimentaire mondiale en Égypte, il y a eu des émeutes. On a eu ensuite des tensions sur les marchés céréaliers à l'été 2010, un embargo de la Russie à l'époque, faute de bonnes récoltes, et l'Égypte avait été première victime. Et tout ça avait nourri les mécontentements en Égypte. Et il y a eu une révolution en février 2011 qui n'a pas comme explication unique les tensions alimentaires. Mais si on oublie que ces questions alimentaires et cette cherté de la nourriture intégrer fortement le logiciel de revendication des populations, on perd un élément important. Je dis toujours, il ne faut pas agricoliser à l'excès les dynamiques géopolitiques, mais par contre, pour comprendre certaines facettes et certains aspects, il faut aussi regarder ces questions agricoles et alimentaires parce qu'elles ont une incidence à la fois au niveau des populations, mais aussi sur les comportements des États ou des opérateurs économiques. L'Ukraine, c'est aussi le maïs pour notamment l'alimentation animale. Et donc le maïs, l'Ukraine, cinquième producteur mondial, mais quatrième exportateur mondial. Et ce maïs va partir en Chine, va partir au Maghreb, va partir en Égypte, va partir beaucoup vers l'Union européenne. L'Union européenne achète la moitié de son maïs à l'Ukraine ces dernières années. Et donc, notamment les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie pour l'alimentation animale. L'Espagne, grosse préoccupation en ce moment des producteurs de porc en Espagne.
si vous voulez manger du patané gras dans les prochains mois, le coût va être encore plus cher parce qu'il faut du maïs pour nourrir l'alimentation porcine. Et tout ça va avoir des incidences sur l'élevage et les filières animales européennes, y compris en France. Et puis, le tournesol, cette plante, cette belle fleur qu'on aime regarder parfois, le tournesol, on fait deux choses avec du tournesol. On va faire de l'huile de tournesol ou on va faire des tourteaux de tournesol, la graine de tournesol qui est récoltée et qui permet, elle aussi, de rentrer dans la constitution, le mix alimentaire pour nourrir le bétail. En tournesol, il faut savoir aujourd'hui que l'Ukraine, c'est un tiers de la production mondiale et 50% de l'exportation mondiale. Et donc, dans des pays où, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique, l'huile de tournesol est une huile qui entre pour beaucoup dans les cuisines des consommateurs parce qu'elle est peu chère, elle est moins complexe que certaines huiles, notamment même l'huile d'olive. L'huile de tournesol va être utilisée en huile de cuisson. Et donc, cette huile est en train de flamber sur les marchés. Et de la même manière, les tourteaux de tournesol vont flamber et ont des incidences sur le prix demain, notamment des productions animales et potentiellement donc laitières. Tout ça pour te dire, Jean-François, qu'aujourd'hui, il faut évidemment regarder les conséquences locales en Ukraine, locales en Europe, entre guillemets, je vais le formuler comme ça, mais il faut regarder de près la situation alimentaire mondiale parce que nous étions déjà dans un contexte d'extrême nervosité. Tous les prix alimentaires mondiaux étaient très élevés. On a atteint des sommets qu'on n'avait pas franchis depuis plus de 10 ans. Et donc, les grandes agences onusiennes avaient alerté bien avant le déclenchement du conflit ukrainien sur la hausse, l'inflation alimentaire dans beaucoup de pays, des accidents climatiques, des tensions politiques et commerciales ci et là. Et donc, les conséquences du Covid ont été aussi d'augmenter l'insécurité alimentaire sur la planète. Et donc, vous aviez la tonne de maïs ou de blé qui avait déjà doublé depuis le début de la pandémie. Il faut savoir que la tonne de maïs ou de blé ont gagné plus de 100 € la tonne depuis le début du conflit. C'est colossal, c'est absolument colossal. Et donc, demain, quand je dis demain, c'est les prochaines semaines, les prochains mois, un certain nombre de pays dont la sécurité alimentaire repose aussi sur les marchés internationaux parce que leurs contraintes hydriques, foncières, climatiques, logistiques et leur instabilité politique, parce qu'un pays qui n'a pas de stabilité politique est toujours moins doté de sécurité alimentaire, tous ces pays vont encore plus être impactés par ces incidences du conflit en Ukraine, puisque ce pays, et avec la Russie et la mer Noire, ont un rôle assez clé sur les marchés mondiaux. Si on fait abstraction de l'instabilité politique, et si je reprends un petit peu les caractéristiques que tu évoquais sur des pays qui sont en grand risque, est-ce qu'on peut inclure la Chine dans cette liste ? Alors oui, ce qui est intéressant avec la Chine, et je te remercie de ce détour vers l'Asie, parce qu'on doit absolument regarder ce que la Chine a comme observation sur le théâtre ukrainien. Je ferai 3 commentaires, Jean-François. D'abord, on voit bien qu'une certaine lune de miel était en place entre Moscou et Pékin ces dernières années pour à la fois se rapprocher d'un point de vue militaire, dans l'organisation de coopération de Shanghai, d'un point de vue commercial, en dédollarisant de plus en plus leurs échanges commerciaux, mais aussi d'un point de vue économique et numérique, en proposant notamment d'avoir d'autres plateformes de paiement que ceux qu'on connaît habituellement. Et on a vu un certain nombre de déclarations ces dernières heures pour que le système de paiement internationaux SIPS que proposent les opérateurs chinois, en fait, remplace le système SWIFT. Et donc, la Russie va peut-être pouvoir bénéficier de l'ingénierie technologique et financière de la Chine pour contourner un certain nombre de sanctions occidentales. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet quand même de rapprochement stratégique Chine-Russie qui n'est pas nouveau, mais que ce conflit en Ukraine peut catalyser. Et on voit bien tout l'embarras de la Chine, c'est mon deuxième point, de savoir si finalement elle doit aller encore plus dans une relation avec la Russie, voire demain même en se disant de toute façon la Russie, on fera main basse sur la Russie dans un temps plus lointain, ou au contraire ne pas complètement se désarrimer
à l'Europe ou aux États-Unis pour des raisons d'intérêt économique aussi et commerciaux, parce que la Chine a besoin du monde. La Chine a besoin du monde pour ses exportations, pour ses importations. Et donc, la Chine va devoir faire des choix difficiles, sans doute, dans les prochains temps, entre son discours diplomatico-stratégique et quelques réalités économiques et commerciales. C'est tout le sujet de savoir si finalement, demain, on va vers un découplage du monde entre les valeurs, les modèles politiques et l'aspect militaire, et de l'autre côté, les aspects commerce économique, où on revient à un découplage du monde entre un camp occidental et un camp de nations illibérales, russes, chinoises et autres éventuellement. Je pense que l'affaire ukrainienne nous fait aujourd'hui tanguer entre deux systèmes de découplage à l'ancienne d'un point de vue idéologique et marqué géographiquement, ou un découplage entre les affaires stratégiques et les affaires économiques. J'aimerais bien avoir ton avis peut-être aussi sur ce sujet. Mais la Chine, et troisième point, elle a aussi vis-à-vis de la Russie et l'Ukraine beaucoup d'intérêts agricoles. La Chine achète beaucoup de production céréalière à la Russie et à l'Ukraine, et donc aujourd'hui elle est attentive aux évolutions sur les productions de ces pays et l'exportation de ces pays, avec notamment une inquiétude sur la liberté de commerce maritime. La Chine, comme d'autres, sont évidemment parfaitement conscients que pour sortir les productions agricoles d'Ukraine ou de Russie, il faut pouvoir partir en mer Noire, naviguer en mer Noire librement, passer Bosphore et Dardanelles, les détroits turcs, arriver en Méditerranée et éventuellement ensuite aller un peu plus loin pour les uns et les autres. Donc, on a des opérateurs chinois comme COFCO, qui est un grand négociant international de matières premières et notamment agricoles, très présent en Ukraine, qui depuis 15 jours, entre guillemets, se donne tous les moyens possibles pour sortir un maximum de production. Parce que de la récolte précédente en Ukraine, il faut avoir en tête qu'il y a 18 millions de tonnes de maïs et 7 millions de tonnes de blé à charger et à sortir, à la fois pour l'économie ukrainienne, les opérateurs qui ont déjà acheté ces marchandises et les pays acheteurs qui ont déjà acheté cette marchandise. Ce sont des volumes colossaux, ça fait entre 300 et 400 grands bateaux Panamax de 60 000 tonnes à faire entre maintenant et juin. Donc, si on ne peut pas charger ces matières premières agricoles dans les ports ukrainiens, ce qui est le cas aujourd'hui, il n'y a aucun port ukrainien qui charge. Et si ces chargements ensuite ne prennent pas la mer, parce que prendre la mer est trop risqué géopolitiquement, parce qu'en mer Noire, ça devient trop incertain et que personne ne veut prendre le risque d'aller en mer avec ses marchandises, que les compagnies d'assurance, que les banques n'accompagnent pas toute cette chaîne-là, logistique et commerciale, nous allons avoir encore plus de nervosité sur les marchés et certains acteurs qui vont commencer à se dire peut-être que les routes de la soie terrestres auront encore plus de sens, puisque le blé ukrainien ou le blé russe, à défaut de prendre la mer, on peut peut-être le mettre sur un train. Et aujourd'hui, il y a des trains qui font des liaisons Ukraine, Russie, Chine, en passant par le Kazakhstan. Alors certes, il faut à peu près 10 à 15 trains pour faire l'équivalent d'un Panamax. Mais enfin, même s'il y a un peu plus de temps et un peu plus de trains, la Chine peut se donner les moyens demain d'exploiter au maximum ce qu'elle a mis en place ces dernières années avec les routes de la soie. D'où peut-être également une des raisons, une des nombreuses raisons de l'intervention russe très rapide au Kazakhstan. Bon, et puis sur la mer Noire, oui, l'inquiétude est que l'Ukraine risque de ne plus avoir de façade maritime et donc de bloquer par rapport à ça. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de problèmes et d'interrogations par rapport à une insécurité alimentaire. Est-ce qu'il y a des pays qui sont capables de prendre le relais d'un manque ou d'une baisse de fourniture de l'Ukraine? Je pense à la France, ou dit autrement, est-ce qu'il y a des pays qui pourraient être gagnants de ce conflit dans le domaine des céréales? Bon, si on prend par exemple le blé, pour ne prendre que le blé, qui est le produit emblématique de cette géopolitique agricole et alimentaire sur le dossier ukrainien et russe, l'Europe pourrait potentiellement compenser, France comprise, s'il n'y avait pas les freins à la production. Sauf qu'on est dans un schéma de décroissance productive en Europe et en France ces dernières années, parce qu'il faut faire des transitions, notamment environnementales et avec la décarbonation de nos systèmes économiques. Et donc, on a quand même des stratégies actuellement prônées au niveau européen et français de mettre en jachère des terres parce que la production n'était plus l'objectif.
Donc, on voit bien, et ça, au Salon de l'agriculture, il y a eu un glissement des discours de la classe politique européenne et française sur le fait que mettre des terres en jachère et réduire de 10% les surfaces céréalières européennes dans les temps qui viennent n'était peut-être pas géopolitiquement ni une solution pour la sécurité alimentaire européenne, ni des besoins d'un certain nombre de pays importateurs, notamment voisins du bassin méditerranéen. Maintenant, est-ce que tous ces volumes manquants de mer Noire peuvent être remplacés par d'autres origines dans les prochaines semaines ou prochains mois? C'est pas si évident. Il y a très peu de pays producteurs exportateurs. Et entre guillemets, il faut en plus presque faire une prière au sens premier du terme pour que le climat soit bon. C'est ça. S'il y a un pépin climatique demain, admettons dans la récolte française ou d'un autre pays producteur-exportateur, en Australie, en Argentine, aux États-Unis, vous allez encore ajouter de la complexité, de la nervosité au marché. Donc il y a vraiment le facteur climatique à regarder dans les prochains temps. Et c'est là où le facteur climatique accentue la pression sur des pays importateurs. Il y a une grave sécheresse au Maroc, la plus grave depuis 30 ans. Les récoltes céréalières vont pas être bonnes. Donc le Maroc, l'an prochain, va devoir acheter davantage de céréales. Idem pour la Tunisie. Et nous avons les mêmes phénomènes dans même un pays comme la Chine, qui a une sécheresse très forte cette année et qui annonce une baisse de production céréalière importante, alors que la Chine fait 95% de sa sécurité céréalière par sa production domestique. Si la Chine achète un peu plus de volume sur les marchés, comme c'est la Chine, dès qu'elle achète des volumes sur les marchés, c'est des volumes colossaux. Donc on a aussi cette situation à regarder. Et puis, il y a un aspect un peu diplomatique qui est sur la table, c'est de savoir finalement, est-ce qu'avec un prix du blé aujourd'hui à 400, 450 euros la tonne, est-ce que c'est soutenable pour les pays importateurs? La réponse est très claire. C'est très peu soutenable. Si ça dure des semaines et des mois, c'est insoutenable. Et donc, on voit bien qu'il va falloir sans doute se poser une question de savoir s'il n'y a pas un prix géopolitique du blé. C'est-à-dire, et là c'est compliqué parce qu'il y a les mécanismes du marché, il y a les intérêts des uns et des autres, et donc c'est pas si simple, c'est facile pour moi de le dire, c'est pas si simple ensuite de le mettre en musique, mais c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas un prix maximum qu'il faut surtout pas dépasser pour que les pays qui ont des besoins puissent acheter cette nourriture et ainsi se prémunir d'instabilité sociale et politique à domicile. Et donc ce prix géopolitique, quel est son niveau? Moi, je ne sais pas à ce stade, mais en tout cas, je crois savoir que d'ores et déjà, l'administration Biden, les États-Unis, sont en train de regarder de très près s'il ne faudrait pas vendre des céréales à certains pays très dépendants à des prix plus bas que ceux du marché pour non pas casser le marché, mais simplement éviter de la casse sociale et de l'instabilité géopolitique dans des pays où on espère que dans les prochains temps, ils ne rajoutent pas une complexité à cet emballement stratégique déjà du monde. Oui, parce que comment, le printemps arabe a eu pour origine des émeutes de la faim, et des émeutes de ce type. Donc c'est vrai que c'est, comment. Il y a de l'inquiétude au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il ne faut pas oublier le Sahel et l'Afrique de l'Ouest qui ont des grands besoins et dans des moments de très faible stabilité politique qu'on connaît. Ce qui explique aussi toujours le fait qu'il faut regarder la pénétration de la Russie dans certains pays africains, parce que la Russie a aussi vendu de plus en plus de blé à certains pays africains, y compris d'Afrique de l'Ouest, en remplaçant parfois les origines américaines ou européennes. Alors on va quitter l'Ukraine, la Russie et le monde des céréales pour aller à un autre produit qui est, j'allais dire, géopolitiquement sensible, alors qui est un produit très à la mode, pas très écolo, et je vois en ce moment quelques articles sur une sorte de criminalisation ou d'inquiétude. C'est l'avocat et notamment tout ce qui se passe au Mexique. Alors est-ce qu'on assiste à une criminalisation du monde alimentaire ou de l'avocat ou d'autres types de produits de ce type? Jean-François, je viens de commettre un article sur le poids de la criminalisation autour des questions alimentaires, agricoles ou halieutiques dans le monde dans la revue Diplomatie et je parle en effet du cas de l'avocat. Outre le fait que l'avocat est un produit agricole au bilan environnemental et écologique assez épouvantable, malgré le fait qu'on a starisé l'avocat sur les réseaux sociaux et dans les régimes nutritionnels bons pour la santé. Alors,
C'est un produit. Bien cette expression, starisé. Ah bah, il a été starisé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça fait de belles couleurs, ça peps le vert, etc. Mais l'avocat qui a des qualités nutritionnelles, qui a des qualités pour la santé, peut être contesté sur son bilan écologique et environnemental. Mais en plus, ce que l'on sait moins, c'est qu'une grande partie de la production mondiale d'avocats provient du Mexique et que ces filières de l'avocat mexicain sont en très grande partie contrôlées par les cartels de la drogue, parce que toutes les criminalités dans le monde cherchent à la fois à réinjecter une partie de leurs revenus dans d'autres filières d'activité. Hein, c'est la grande lessive financière et des revenus, mais c'est aussi des relais de croissance potentiels pour avoir quelques diversifications de portefeuille d'activités comme une entreprise, hein, comme une entreprise finalement. Les cartels mexicains aujourd'hui jouent beaucoup sur les filières avocats parce qu'il y a eu un boom de consommation d'avocats dans le monde. Le Mexique a des possibilités de produire ce fruit en grande quantité et on a eu une croissance de consommation et d'exportation significative. Là où il y a deux sujets, c'est qu'évidemment le développement de ces filières et la consommation de ces produits peut donner à penser que quand parfois on mange de l'avocat, on fait peut-être du bien pour son estomac et sa santé, mais en même temps on nourrit un peu les cartels mexicains. Donc c'est le tout est de savoir consommateur éclairé ce qu'on veut faire autour de certains produits. Et puis il y a un deuxième sujet non négligeable, c'est de voir la pression aujourd'hui que met notamment les États-Unis sur les entreprises, les filières et les rapports avec le Mexique, sur le fait que certaines filières sont absolument contestables. Et donc, il y a une grande pression américaine sur ces aspects sociétaux, sur ces filières illégales. Pour le dire autrement, Jean-François, vous voyez, nous, en Europe, on a mis en place des mesures pour ne pas importer des produits agricoles issus de la déforestation. Et donc, on est en train de parler de clauses miroirs, etc. On met beaucoup, nous, au niveau européen, sur nos achats de produits venant de l'extérieur, l'accent sur les aspects environnementaux. Et il le faut, et c'est très bien. Ce qui est intéressant côté américain, c'est qu'on a, dans le cas de la filière avocat au Mexique, un accent qui est à la fois mis sur l'aspect environnemental, mais qui est aussi mis sur l'aspect social et sur le fait que ce sont des filières assez illégales, opaques, et qui ont des incidences qu'il faut regarder de près. Donc, il y a une géopolitique de l'alimentation toujours positive parce que quand il n'y a pas d'alimentation, il y a plus de chaos et d'instabilité dans le monde. On a parfois une géopolitique de l'alimentation aussi par ce versant là de la criminalité, l'agromafia en Italie, les productions de drogue dans le monde qui sont une culture agricole la plupart du temps, que ce soit en Colombie, au Vietnam ou dans certains pays africains. Mais le cas de l'avocat est intéressant parce que, en effet, ce sont les cartels qui en maîtrisent les circuits commerciaux et la transformation avec tout ce que ça veut dire aussi sur le travail illégal, les non-déclarations, les non-conformités. Donc ça pose question. On arrive au terme de l'entretien. Le rituel, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui me la pose. Donc, quelle est la question que tu aurais aimé me poser ? Alors, j'aurais aimé, Jean-François, te poser clairement la question que j'ai soulevée durant cet entretien. C'est de savoir si, selon toi, on va maintenir cette séparation du monde de manière économie d'un côté, commerce, et de l'autre, les affaires stratégiques, politiques, idéologiques, ou au contraire, on peut retrouver une grande césure mondiale entre Chine, Russie d'un côté, les pays un peu tyrannosaures, comme je les nomme en ce moment, et de l'autre côté, l'Occident et les démocraties. Alors, vaste question. Je pense que l'économie explique beaucoup de choses et notamment l'interdépendance donc des économies et avec des relations qui sont un peu compliquées à comprendre, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on commerce avec un pays qui est en guerre, où on importe du gaz et autres, où il faut maintenir. Bon, mais ceci étant, je crois que le grand gagnant pour l'instant de ce conflit risque d'être la Chine. Je ne sais pas si la Chine a poussé Poutine à aller donc attaquer l'Ukraine en disant
en faisant un cas d'école pour voir un petit peu comment ça allait se passer et répéter éventuellement par rapport à une attaque donc sur Taïwan. Je pense, et je le tweete pas mal depuis quelques jours, que je ne sais pas si Poutine a pris conscience du prix qu'il va devoir payer à Pékin pour son soutien, et la facture risque d'être extrêmement lourde dans différents domaines. Donc ensuite, oui, on risque d'avoir donc deux blocs. D'un côté, Chine-Russie, de l'autre côté, les États-Unis, totalement affaiblis par cette crise, avec une sorte de découplage économique, technologique, et qui va obliger les entreprises à soit choisir un camp, soit à choisir des pays relais pour être l'intermédiaire entre les deux. Et dans ces pays relais, il y en a quelques-uns que je vois bien. Le Maroc, par exemple, le Vietnam, les monarchies pétrolières qui astucieusement en ce moment jouent bien le coup. Il y aurait pu avoir l'Éthiopie, mais elle est embourbée et engluée dans d'autres problèmes beaucoup gravissimes. Voilà, donc on risque d'avoir donc ce système qui est deux blocs qui sont face, des normes qui sont de chaque côté, avec une bataille gigantesque au niveau de ces normes, puisqu'on sait que dans le domaine de la technologie, ça sera, alors je ne vais pas dire l'arme nucléaire, parce qu'en ce moment, c'est un sujet un peu tendu, mais qui sera une arme stratégique, et puis quelques pays qui joueront le rôle de pivot. Par rapport à ça, ensuite se pose la question de quelle place pour l'Europe. Je pense que l'Europe avait un rôle à jouer, aurait pu avoir un rôle géopolitique important à jouer au moment de l'élection de Trump, en se posant comme une vraie alternative. Je crois que pour l'instant, elle se reconstitue un petit peu, mais elle se reconstitue jusqu'à quand? On est dans l'exaltation des premiers temps de la guerre, donc on accepte ce qui se passe, mais quand il y aura un afflux massif ou encore plus massif de réfugiés ukrainiens, je crois qu'au premier temps de la guerre, on estimait à 5 millions d'Ukrainiens. Quand on va s'apercevoir que ce sont des réfugiés qui vont rester pendant longtemps et qui quasiment ne retourneront pas dans leur pays, ça va poser des questions. Les pays limitrophes également vont questionner en disant qu'ils ne peuvent pas prendre à leur charge l'ensemble donc de la défense donc de l'Europe. Et puis pour rebondir sur tes propos, si on a ensuite des émeutes de la faim et une insécurité alimentaire très importante en Afrique, un deuxième flux d'immigration, là par contre pour l'Europe ça risque d'être très très difficile de gérer tout ça. Voilà, donc voilà un peu on va dire dans mon analyse de se dire oui, beaucoup d'interdépendance, mais des batailles peut-être dans tous les domaines. Je crois que c'est aussi une grande leçon de ce qui est en train de se passer. Il y a la guerre conventionnelle telle qu'on la connaît, mais également ne pas sous-estimer des guerres qui sont ou des conflits ou des batailles qui sont peut-être encore plus meurtrières en tant que telles sur du long terme, avec une bataille de normes, de maîtrise de la technologie, puisqu'on sait que cette technologie elle a été la base de l'industrie du futur. Merci Jean-François de ton invitation et c'était toujours un plaisir d'échanger avec toi. Eh ben, un grand merci. C'est vrai que c'est toujours passionnant dans un sujet que tu as su rendre accessible donc à tout le monde. Écoute, bonne continuation et puis à très bientôt. À bientôt Jean-François, merci.